Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. À mes côtés, Jean-Yves, toujours fidèle au poste. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, vaste programme aujourd'hui. La première partie d'Immédiat sera consacrée à Macron. D'abord à l'international, puisqu'il a été passablement humilié, je crois qu'on peut le dire, par Donald Trump. Et puis également sur le plan national, où là aussi il perd pied. Vous allez voir, on enchaînera avec les pastilles de l'information comme d'habitude. On n'oubliera pas le portrait piquant qui cette semaine sera consacré à Benjamin Duhamel. Il s'agit d'une rediffusion. Alors si le programme vous plaît d'ores et déjà, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, ça change tout pour le référencement de YouTube. Et puis vous pouvez également relayer cette vidéo pour diffuser une autre vision de l'information, une vision un peu plus critique évidemment, vous le savez si vous êtes un fidèle spectateur d'Immédiat. Et bien maintenant, on va pouvoir commencer tout de suite, juste après la virgule. Emmanuel Macron a été humilié encore une fois, à l'international. D'ailleurs, au JT du 13 octobre 2025, pour en parler, eh bien, la rubrique était titrée « Le jour de gloire de Donald Trump ». C'était pour éviter de titrer évidemment sur Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder la vidéo exacte de ce que dit Donald Trump à Macron, qui est particulièrement risible. France. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Good job. Thank you very much, Emmanuel. Alors évidemment, je n'ai pas fait le doublage, Jean-Yves, mais pour nos téléspectateurs moins à l'aise avec l'anglais, ou du moins là, le cas présent, l'américain, il remercie la France, Emmanuel Macron, et il dit « Mais où est Emmanuel ? Je ne le trouve pas ». De fait, Emmanuel Macron n'est pas positionné derrière Donald Trump. Et Donald Trump ajoute « J'ai du mal à croire que tu adoptes pour une approche discrète, particulièrement en ce jour ». Jean-Yves, vous avez évidemment un commentaire déjà. C'est quand même très malaisant, parce que Emmanuel Macron, c'est le représentant de la France, et il est traité avec mépris, un mépris. Tout le monde rit d'ailleurs. Tout le monde rit. D'ailleurs, il y a Starmer, le Premier ministre anglais, qui rit derrière. Il va avoir droit à son affaire. Juste un petit commentaire. De Gaulle était respecté du président américain Kennedy, du président soviétique Khrouchtchev. Macron, lui, est méprisé et de Trump et de Poutine. Voilà. Et je pense de quelques autres. C'est assez triste tout de même. Oui, Poutine qui l'a récemment comparé à un sous-Napoléon, vraiment sous-Napoléon d'ailleurs. Oui, sous. Voilà, sous. Donald Trump, effectivement, vous le disiez, a donné aussi un petit tour pour Starmer. Il a demandé où est-ce qu'il était. Il était juste derrière lui. De fait, il y a un lien entre le Royaume-Uni historique et les États-Unis. Et il a dit ensuite, je suis ravi que vous soyez là. Et puis dégage, alors qu'on avait l'impression qu'il le faisait venir pour parler au micro. La scène est assez incroyable aussi. Il a d'ailleurs lancé une pique en plein direct lors de ce sommet pour la paix en Égypte. Il a dit « Il y a quelques dirigeants dans cette pièce que je n'aime pas en particulier. Vous ne devinerez jamais qui, ou peut-être que si. La vérité, c'est qu'en fait, tout le monde sait et il le sait très bien. C'est pour ça qu'il fait ce genre de petites remarques. Maintenant, pour vous donner une petite idée également des pressions que Donald Trump exerce sur Emmanuel Macron, bien, je vous propose de regarder une poignée de main et puis ensuite Donald Trump qui réitère son propos sur les chefs d'État qu'il n'aime pas, surtout sur les chefs d'État faibles. Vous allez voir.
get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. Do you want to comment on the leaders you consider weak who are in that room? No, I won't comment on that, but you know probably who they are. Just an idea. Before we... I don't know. Really, yeah, there were a couple in the room. La traduction du propos de la deuxième vidéo, c'est la suivante. Je m'entends bien avec les durs, je ne m'entends pas avec les faibles. Puis la journaliste lui demande, est-ce que vous pouvez revenir sur les dirigeants faibles? Il dit, oui, il y en avait quelques-uns dans la salle. Vous savez qui ils sont. Jean-Yves, ensuite, sur cette poignée de main, ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit vraiment Donald Trump qui met des coups de pression à Macron en le tenant très fermement. Alors, oui, sur les poignées de main, Macron récolte ce qu'il a semé. Parce que c'est lui le premier qui voulait faire durer les poignées de main avec les chefs d'État. Et là, Trump l'a pris en quelque sorte à son propre piège. Alors, cette séquence, elle appelle deux remarques. D'abord, on a eu Super Trump sur tous les médias. Puisque Trump, qui a été très critiqué dans les médias, notamment au moment de son élection et après, au moment de sa politique économique, au moment de la mise en cause de l'immigration clandestine aux États-Unis, là, c'est Super Trump, dans la mesure où il apparaît comme le faiseur de paix provisoire entre les Palestiniens et Israël. C'est Super Trump dans les médias. Et c'est sous Macron, si j'ose dire. Alors ça a quand même un effet, parce que, si vous voulez, avec les chaînes en continu, tous les détails passent. C'est-à-dire que les JT, ils vont sélectionner, ils vont éviter d'insister sur les passages humiliants pour Macron. Mais ça, c'est passé sur BFM TV, sur CNews, c'est repassé ailleurs. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu tout ça. Et donc, à la fois l'effet Super Trump et l'effet sous Macron, ça touche assez largement l'opinion. Parce qu'en plus, une fois que c'est vu directement par 10 ou 15% de l'opinion, ça se répand sur le reste. Et puis il y a les réseaux sociaux, évidemment. Bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, il y a eu un détournement de la vidéo, de la poignée de main, avec Emmanuel Macron qui est littéralement promené, comme si on était dans un cours de rock acrobatique violent. Il est promené par Donald Trump. Je vous la diffuse là pendant que je parle, comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais c'est vraiment hallucinant. Le niveau de moquerie est très élevé. On passe vraiment pour des zinzins à l'international. Je pense que, si vous voulez, moi je m'adresse, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais il y en a peut-être parmi ceux qui nous regardent, ceux qui ont voté Macron en 2017 et en 2022 sont responsables de l'abaissement de la France à l'échelon international, parce que Macron, il n'est pas arrivé tout seul quand même. Place maintenant à notre dossier du jour qui va se consacrer au national, et le bilan ne sera pas beaucoup plus beau, vous allez voir. On commence avec cet article de 20 minutes. 130 ministres différents en un mandat. Macron bat un record absolu. Effectivement, là, il y a une vraie crise politique. Jean-Yves, peut-être je vous laisse faire un petit commentaire là-dessus. Je crois que là aussi, ça doit plaire à Macron, parce que 130 ministres, plus personne ne sait qui c'est. On est complètement perdu, à part quelques rares personnalités qui émergent un tout petit peu. Et donc, il reste Macron. Voilà. Ça sert son ego. Les autres n'existent pas. Il est là. Voilà. L'AFP a titré une des réactions de Macron de la façon suivante. Macron rejette la responsabilité du désordre. On est à ça de titrer le désastre. Je vous propose de regarder la vidéo et la réponse d'Emmanuel Macron. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Voilà. Continuité, stabilité. Alors, comme toujours, il fait ça depuis l'étranger, alors que la règle diplomatique traditionnelle est qu'on ne s'exprimait pas sur la politique intérieure depuis l'étranger. Mais là aussi, c'est une rupture des codes, et c'est une rupture des frontières d'un certain point de vue. Alors, de fait, Emmanuel Macron a subi un événement particulièrement traumatique qui est titré de la façon suivante, tremblement de terre, parce que, tenez-vous bien Jean-Yves, il est sorti du classement du top 50 du baromètre politique de Paris Match. Et c'est une première pour un président, d'où leur titre « Tremblement de terre ». Alors, c'est d'autant plus étonnant que ce baromètre
quand on appelle un baromètre de popularité, c'est un baromètre qui mesure un baromètre d'estime ou de popularité. C'est les gens dont on parle. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a eu un moment où on a parlé de Borloo, donc Borloo sort en tête. Donc Macron, on en parle tout le temps. Seulement, les avis sont tellement négatifs, il y a 78% d'avis négatifs, qui se retrouve à la 51e. Sorti du classement 51e place, donc en dehors du top 50. Ouais. Voilà. Il est derrière François Bayrou, oui. Quand même. Il faut le faire, Bah, Bayrou, il a eu une assez belle sortie en disant les choses. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, ce sont les photos qui sont employées actuellement pour désigner Emmanuel Macron, notamment sur cet article de Paris Match. L'illustration utilisée est assez fabuleuse. Il y a un côté vampire Nostradamus, carrément. Il se tient droit, au garde à vous, les sourcils froncés comme une chouette. On a rarement vu une photo du président de la sorte, mais on a également une autre comparaison avec un article de 20 minutes qui titre de la façon suivante: Alerte info, Macron prévient qu'il dissoudra l'Assemblée si le gouvernement est censuré. Et là, la photo qui est choisie également est intéressante. Il a la bouche ouverte, prêt à éructer, avec le visage assez tordu, dur tout du moins. Presque un petit côté, il y a presque un côté hitlérien en fait dans la photo, moi je trouve. Je vais peut-être un peu loin, mais nos médias font tellement de points Godwin que ma foi, on a le droit à la comparaison aussi. Oui, je ne suis pas sûr. Oui. Je ne suis pas sûr. Jean-Yves, un commentaire sur ces photos. Alors, le choix, si vous voulez, le choix des photos, ça correspond à la période. Donc, il est dans la période, je l'ai dit, je le répète, les médias, léchage. Alors ça, c'est les photos de 2017, 2022 encore. Lâchage, c'est les photos d'il y a 2 ans. Et maintenant, on est dans la période lynchage. Et donc, le lynchage, c'est le tabassage. Et donc, le tabassage, c'est aussi par le choix de la photo mauvaise, qui évidemment véhicule une image désagréable. Reste à savoir ce qu'il se passera à l'heure où nous enregistrons. Nous ne pouvons pas vous parler de la motion de censure qui se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre donc dans les médias. Place maintenant aux pastilles de l'information. Et on commence ces pastilles de l'information avec un point sur le JT de France 2, parce qu'aujourd'hui, le rythme est particulièrement soutenu. Vous allez voir, on est à une casserole, un bobard même, par jour, avec le JT de Léa Salamé-Glucksmann. On commence évidemment par celle qui a fait le plus de bruit médiatique, Jean-Yves, c'est la confusion par Léa Salamé entre Dominique Bernard et Samuel Paty. Alors, un premier commentaire peut-être avant de voir cette séquence, Jean-Yves, c'est qu'à force du nombre d'assassinats par des islamistes, de professeurs, mais également de gens issus de la société civile, évidemment, on commence tous un peu à confondre. Ah oui, parce que Samuel Paty a été égorgé et décapité par un terroriste tchétchène. Parce qu'il lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet. Et M. Bernard a été poignardé, lui, à la sortie d'une salle de classe, par un terroriste ingouche. Alors on s'y perd un peu. L'ingouchie, c'est à côté de la Tchétchénie, mais c'est pas la Tchétchénie. Voilà. Et donc, mais c'est pas pour la même raison. En quelque sorte, Bernard a été pris un peu par hasard ou parce qu'il s'est opposé à ce terroriste, et Paty avait été choisi parce qu'il a fait secours. Alors d'ailleurs, la Voix du Nord a une façon très originale, on les aime bien la Voix du Nord, fallait en parler quand même, de parler du terroriste, de l'assassin de Dominique Bernard. Oui. Eh bien, ils disent ceci: un vibrant hommage a été rendu lundi au professeur Dominique Bernard, jusque-là tout va bien, tué lors d'une attaque au couteau le 13 octobre 2023 par Mohamed Moukchoff, un jeune arajois radicalisé, originaire d'Ingouchi. Un jeune arajois, ça c'est la novlangue, bien sûr. Tandis qu'effectivement, Samuel Paty avait été poignardé puis décapité en 2020 par Abdoulak Anzarov, un musulman radicalisé également. L'erreur de Léa Salamé, bien, je vous propose qu'on l'écoute maintenant.
Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras, dans le Pas-de-Calais, au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour dans une attaque terroriste par un élève radicalisé. Après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avait 57 ans. Alors c'est une brève de 15 secondes, Jean-Yves. Oui. Elle a été coupée maintenant du player de France 2. Oui. Ils ont fait évidemment leurs excuses également. Elle dit cette image encore et pour cause parce que l'erreur avait déjà été faite au moment du 13h. Et je vous propose qu'on écoute maintenant la version de Julien Bugier. À Arras, dans le Pas-de-Calais, l'hommage au professeur de lettres Dominique Bernard, qui a été assassiné lors d'une attaque terroriste dans le lycée dans lequel il enseignait. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, 13 octobre 2023. Dominique Bernard avait 57 ans. Il a été tué par un élève radicalisé pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Jean-Yves, un commentaire évidemment sur cette erreur qui se répète. C'est une erreur d'un certain point de vue. On peut l'excuser parce que c'est une confusion entre 2 affaires de meurtre de professeurs. Évidemment, ça a soulevé un certain malaise, je crois, dans la famille de Dominique Bernard et parmi les Stylos Rouges, qui est un groupe d'enseignants de gauche qui s'est manifesté à cette occasion, parce que quelque part, ils pensent que Paty a un peu mérité ce qui lui est arrivé parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet, alors que Dominique Bernard n'a pas fait cela. Donc, c'est à la fois doublement malaisant. L'erreur est malaisante parce que, malgré tout, quand on dit quelque chose, on doit essayer de le vérifier. Hein, l'indignation est aussi malaisante quelque part. Voilà. Oui. Alors évidemment, France Info, le compte Twitter s'est excusé. Ils ont présenté leurs excuses effectivement à la famille de Dominique Bernard. Moi, j'en aurais profité pour m'excuser aussi auprès de la famille de Samuel Paty, quelque part, mais bon. Oui, mais Paty, il ne l'a pas volé, si vous voulez. Voilà, c'est ça l'idée implicite. C'est ça qui met mal à l'aise dans cette affaire. C'est très gênant, effectivement. Ensuite, le directeur de l'info de France Télévisions a fait tourner un mail en interne auprès de toutes les rédactions. C'est Alexandre Cara qui a dit « Nous allons analyser la chaîne des événements qui a conduit à ce ratage. Ce type d'erreur ne peut pas se reproduire. Le SNJ, le syndicat du journalisme, a produit un communiqué. Nous leur devons de ne pas nous taire pour défendre évidemment les familles. Léa Salamé a fait un tweet en mentionnant quand même c'est pas tout à fait de ma faute, l'erreur elle a été commise à 13h et reprise à 20h. Mais de fait, c'est ça le problème. Quand on est tête d'affiche, eh bien les honneurs vont à la tête d'affiche quand il y a lieu et les malheurs sont attribués aussi à la tête d'affiche. Alors, il y a quand même effectivement plusieurs éléments. D'abord, l'erreur est commise à 13h et il y a immédiatement des téléspectateurs qui ont signalé l'erreur. Et donc, les gens du 13h ont laissé la peau de banane aux 20h. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez instructif. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a une pyramide dans cette affaire. Il y a les gens qui pensent le sujet, il y a les gens qui le réalisent, et il y a le présentateur, Bugier à 13h, Salamé Glucksmann à 20h, qui lisent le prompteur, mais qui sont quand même censés avoir un cerveau. Et donc, pouvoir quand même se poser la question, est-ce que c'est bien le bon cas ? Parce qu'il y a eu d'ailleurs un 3e cas, mais qui n'a pas été tué, heureusement, qui est le professeur Lemaire, qui a aussi été menacé, mais qui, heureusement, n'a pas été tué. Donc il y a plusieurs cas, mais on peut vérifier. Oui, absolument. Alors, toujours est-il qu'il y a eu un tel battage médiatique, un tel bruit sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu des excuses aux 20h et aux 13h. Je vous propose d'écouter les fameuses excuses au moment du 13h.
Et j'en profite pour corriger une erreur qui a été faite hier dans nos éditions. Ça n'est pas Dominique Bernard qui a été assassiné après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, mais le professeur Samuel Paty qui a été tué en octobre 2020. Nous sommes, et je suis profondément navré pour cette méprise qui a pu heurter. Alors, c'est suffisamment rare pour être souligné, oui. Les excuses de la part des JT, parce que bien souvent, il y a des tas de catastrophes qui passent comme ça, sans mot dire. Toujours est-il que le Parisien a produit cet article assez amusant pour répondre à ce que je vous disais précédemment. C'est une faute collective et c'est Léa Salamé qui prend. Mais oui, pauvre Léa Salamé Glucksmann, effectivement. Alors, les meilleures blagues quand même autour de cet événement fâcheux, enfin j'en ai sélectionné 2, du compte Eddie Mitchell, Sardou parodie. Bonjour Dominique Paty, vous avez été accusé d'avoir montré des caricatures de Mohamed en cours de français. Vous avez été poignardé puis décapité. Est-ce que vous regrettez? Mais d'abord, est-ce que ça va? Et puis le tweet du crapaud. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le journal sur un hommage au terrible attentat du 11 septembre 2005 qui a coûté la vie à 1200 juifs lors d'un terrible tsunami en Thaïlande en marge d'une manifestation pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en soutien à l'assassinat de George Floyd. Effectivement, à force de tout mélanger, l'actualité devient un magma. On a quand même tous les grands thèmes mis en avant. Oui. C'est assez bien fait. C'est plutôt bien vu. Alors, je vous disais, c'est un bobard ou une casserole tous les jours. De fait, le lendemain de ce JT problématique, le 14 octobre, donc, Léa Salamé reçoit Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du Travail et des Solidarités. Et il a une façon un peu originale de parler de cette réforme qui va être repoussée. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. La réforme, après, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal, cette réforme. Il y a des réactions, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements qui s'expriment, on le voit bien, c'est un sujet central. Des réactions et des mécontentements, effectivement, il y en a eu à cause de cette formule « on n'est pas autiste, on n'est pas sourd ». Il y a carrément eu un communiqué de Autisme France suite aux propos de ce pauvre nouveau ministre qui vient d'entrer en scène. Toujours est-il que, avant de passer à ce communiqué, Jean-Yves, ce qui est intéressant, c'est que France 2 avait fait un tweet. On n'est pas autiste, on voit bien qu'elle ne passe pas cette réforme. Il cite le contexte, la phrase du ministre. Ils ont supprimé ce tweet pour en faire un autre en citant seulement « on voit bien qu'elle ne passe pas cette réforme » parce qu'ils se sont rendus compte du mal que ça pouvait leur faire, encore une fois. De fait, effectivement, il y a eu ce communiqué qui réclame notamment une campagne publique annuelle de sensibilisation à l'autisme. Jean-Yves, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce communiqué? C'est une occasion? C'est un communiqué de récupération et puis on en profite pour demander une campagne de sensibilisation et l'argent qui va avec. Oui, voilà, c'est assez classique. Avec, oui. Alors je dois dire, c'est effectivement un peu maladroit de la part du ministre, et puis je comprends bien que si on a des enfants autistes, c'est pénible d'entendre cela. Faut pas non plus tomber dans la pudibonderie. Je suis pas sourd, c'est une expression classique. Est-ce qu'il faut la censurer? Éviter de parler chinois, c'est une expression classique. Est-ce qu'il faut la censurer? Il y a une sorte de pudibonderie dans le vocabulaire. Il faut aussi faire face au réel. Voilà. Alors, ce qui est quand même ballot, c'est qu'effectivement, Jean-Pierre Farandou est ministre du Travail et des Solidarités. Il a été là, traite solidaire, disent les internautes. Oui, voilà. Alors, toujours est-il que le même jour, parce que je vous parlais de casserole ou de bobard, le même jour, il y a eu un bobard, cette fois-ci. On parlait donc de la libération des otages. Ça faisait 2 jours qu'ils en parlaient au JT. Et le 14 octobre, ils décident de passer des images de propagande du Hamas. À quelle date les mettent-ils? Eh bien, en juillet 2026. C'est très fort. Non, là, pour le coup, le JT de France 2 est quand même très, très fort. Juillet 2026, ça n'est pas encore eu lieu. Donc, on ne sait pas très bien d'où sortent ces images, si elles existent vraiment. Enfin, ça met un doute sur une question quand même très sensible. Jean-Yves, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces erreurs, finalement, du JT de France 2? Si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut savoir que le JT de France 2, ils sont au moins 150 à y participer.
puisque vous avez les journalistes reporters d'images qui font la recherche, qui produisent des images, évidemment. Ensuite, il y a les monteurs qui montent. Ensuite, il y a les journalistes qui pensent le sujet, qui écrivent le texte. Et il y a enfin le présentateur qui le montre. Et donc, ils sont 150 pour faire ça. Et donc, 150, on peut vérifier quand même. On pourrait même avoir un correcteur orthographique. Il y a même des correcteurs orthographiques automatiques. Bon, enfin, ils sont 150 pour faire ça. France Télévisions, ils sont 10 000 pour faire ça. Ils coûtent 4 milliards. Alors, moi, je le dis, les spectateurs de TV Liberté, ils en ont davantage pour leur argent. Puisque le JT de TV Liberté, c'est 5-6 journalistes et 3 monteurs. Voilà. Bon, donc, aidez TV Liberté. Aidez TV Liberté. Et regardez TV Liberté, vous aurez de l'info bien plus intéressante et bien plus juste. Et c'est quand même l'essentiel quand on fait du journalisme. Une pastille passablement scandaleuse, Jean-Yves, je pense qu'elle va bien vous faire réagir. C'est cet article de Libération qui revient sur le procès suite au meurtre de Lola qui avait fait grand bruit à l'époque. Libération fait un billet qu'il titre de la façon suivante. C'est le moment ou jamais de remercier Robert Badinter. Les faits atroces et qui seront jugés à partir de ce vendredi 17 octobre peuvent incliner à vouloir infliger à son tour la barbarie, ce qu'empêche l'abolition de la peine de mort et c'est salutaire. C'est proprement scandaleux, Jean-Yves, de publier quelque chose de la sorte. Je vous propose, avant de vous laisser réagir, de passer un propos qui va un peu dans le même sens d'Emmanuel Macron lors de la panthéonisation de Robert Badinter. Ses ennemis les plus farouches n'ont de cesse de vouloir lui accoler l'étiquette qu'ils pensent infamante de laxiste. Jusque sous les fenêtres de son ministère, il vocifère. Mais aujourd'hui, comme hier, ceux qui dénoncent le laxisme d'une justice qui ne tue plus n'aime pas que la justice soit juste. Chaque fois que ses ennemis traitent Robert Badinter de laxiste, ils lui décernent le titre d'humaniste. Laxiste égale humaniste. Incroyable. C'est la légitimation du laxisme. Il faut préciser le contexte. Quand il dit ceux qui manifestaient sous les fenêtres de la place Vendôme, ministère de la Justice, c'était les policiers. En 1982, des milliers de policiers. Ceux qui, voilà, il faut le préciser. C'est la police, la guerre police-justice qui commençait. Bon, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il parle, on est dans le simulacre, parce que derrière, il y a un cercueil. Mais le cercueil est vide, puisque le corps de Badinter est resté au cimetière de Bagneux, et il y a dedans quelques colifichets, sa robe d'avocat, un discours de Victor Hugo et de trois bricoles. C'est un simulacre. Entre ici, robe d'avocat de Entre Robert ici, Badinter. robe d'avocat de Robert Badinter. Mais l'assimilation laxiste, humaniste, merci Monsieur Macron de cet aveu. Elle est fabuleuse. Alors, je voudrais revenir aussi sur vouloir infliger à son tour la barbarie de Libération, parce que la barbarie, il me semble que c'est quand même la petite Lola qui l'a subie. La peine de mort, ce n'est pas une barbarie, c'est un fait juridique, une possibilité juridique qui est écartée aujourd'hui en France parce qu'elle a été abolie. Contre la volonté du peuple, contre la volonté des Français. Quand elle a été abolie, et si elle n'est pas rétablie malgré la propagande constante, c'est aussi contre la volonté des Français. Et évidemment qu'aujourd'hui, les Français, quand ils voient ce procès de Dabia, l'auteur sous OQTF, je le rappelle quand même, de ce meurtre atroce de cette petite fille qui avait ébranlé à l'époque la France tout entière, évidemment que l'on se dit qu'elle mériterait la peine de mort. Ça passe dans la tête de tout le monde, d'autant plus que la peine maximale qu'elle va prendre aujourd'hui dans les jours à suivre suite à ce procès, c'est 20 ans de réclusion, puisque la perpétuité réelle n'existe pas. Et on estime que pour 20 ans de réclusion, cela va coûter entre 600 000 et 800 000 euros à la société française. En voilà des belles économies de millions qu'on pourrait faire sur certains auteurs de crimes particulièrement atroces. Fin de la parenthèse et place à la pastille suivante.
Une petite devinette maintenant pour remettre une atmosphère un peu plus légère. Quel est l'article du Parisien et quel est l'article de Closer, Jean-Yves ? Nouveau gouvernement, Laurent Nunez fait ses adieux émus aux policiers parisiens avant Beauvau avec une émotion insondable. Vous vous calmez, Jean-Luc Mélenchon perd son calme, ambiance plus que tendue avec Benjamin Duhamel. Eh bien, contre toute attente, Jean-Yves, c'est le Parisien qui fait dans le lacrymal et Closer qui fait dans l'article politique. Est-ce que vous avez un commentaire déjà là-dessus ? C'est la confusion des genres, oui. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, l'émotion sert, hein. Et là, Nunez, il a fait du lacrymal. Il a expliqué qu'il avait une admiration sans borne pour les personnels de la politique, de la préfecture de police. Enfin, on le rappelle quand même qu'à l'intérieur, il ne s'occupera pas que de la police. Il s'occupera aussi des gendarmes. Les gendarmes vont faire une crise de jalousie, vous allez voir. Vous allez voir, il faudrait lui dire, rappeler, attention Laurent, les gendarmes, les Pandores vont se fâcher. Bon, il n'y a pas que les poulets. Il n'y a pas que les poulets, il y a les Pandores. Alors, donc là, le Parisien, il en fait des tonnes au service du gouvernement. Au service du ministre de l'Intérieur, ça peut s'expliquer aussi. Parce que le Parisien, il aime bien avoir des informations de la police, donc c'est plutôt bien de se mettre Nunez dans la poche. Voilà. Bon. Et puis Nunez, c'est le visage de la narco-tyrannie, la répression des patriotes et le laxisme avec les migrants. Donc tout ça va très bien. Et puis, alors, les articles des journaux People comptent de plus en plus dans la politique, en fait. Voilà. C'est-à-dire parce que c'est ce qui est lu, finalement, ce qui est vu de chez les coiffeurs et ce que sais-je encore. Parce que la presse étant de moins en moins ils servent de plus en plus à relayer. Alors, ils relaient vraiment en faveur de l'extrême centre. Hein, la presse People, c'est l'extrême centre avec un petit soupçon d'extrême gauche, quoi, voilà. Alors, toujours est-il que cet article sur Jean-Luc Mélenchon, il a fait du bruit dans un second temps parce que, semble-t-il, Jean-Luc Mélenchon a quitté les studios de France Inter en faisant un doigt d'honneur à la personne qui l'interviewait, c'est-à-dire Benjamin Duhamel, dont vous pourrez retrouver le portrait piquant à la fin de cette édition. Et je vous propose de regarder, parce que c'est Quotidien qui a monté tout le battage médiatique autour de cette affaire, je vous propose de regarder un petit extrait. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez, vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie... Un doigt. C'est ça, la classe Mélenchon et la classe politique française. Alors, des doigts d'honneur, il y en a eu d'autres. Hein. On se souvient de Éric Dupond-Moretti, par exemple, à l'Assemblée, qui a fait un doigt d'honneur à tous les députés. Oui. Bon. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Mélenchon est traité médiatiquement comme Jean-Marie Le Pen le fut dans un temps ancien, c'est-à-dire coupé en permanence, poussé, etc. Là, c'est l'attaque de l'extrême centre. Duhamel, c'est l'extrême centre, c'est sur l'extrême gauche, quoi. Voilà. C'est assez intéressant. On peut comprendre qu'en sortant d'interview avec Benjamin Duhamel, on soit passablement agacé. Oui, on lui trouve des excuses, des circonstances atténuantes. Oui, des circonstances atténuantes, absolument. BFM n'aura pas, avec cet article, le prix Nobel de la devinette, mais ils auront en revanche réussi à remettre une couche sur Gabriel Zucman, parce qu'ils ont fait cet article pour savoir qui sera le prochain Nobel d'économie. Et ils mentionnent Thomas Piketty ou Gabriel Zucman comme de potentiels nobelisables. C'est intéressant. Alors au final, qui a eu le prix Nobel de l'économie? Il s'agit malgré tout d'un Français, Philippe Aghion, ainsi que deux autres penseurs de l'innovation qui ont reçu le prix Nobel. Alors ils l'ont reçu sur des travaux en lien entre la croissance et la connaissance. Voilà, Jean-Yves. Toujours est-il que cette personne a été reçu sur le plateau de Léa Salamé, naturellement. Et c'était une interview croisée donc il a croisé François Hollande à ce moment-là. Et donc comme ils se sont croisés, ils se sont salués. Et ce Philippe Aghion a remercié François Hollande pour ce qu'il faisait. Ça vous donne déjà une petite idée de qui est cet homme, Jean-Yves. Avant de vous laisser le présenter, peut-être laissons encore une fois la presse féminine, la presse People, le présenter.
Qui est Philippe Aghion, le conseiller de Macron, devenu prix Nobel d'économie 2025, qui a grandi dans les défilés de mode? Un article de Vanity Fair qui est on ne peut plus transparent. Une rapide revue de presse quand même malgré tout pour un peu plus de sérieux. Radio France, Philippe Aghion, je ne veux pas l'arrivée du Rassemblement national en France. Le Figaro, pour éviter le danger du RN au pouvoir, le Nobel d'économie Philippe Aghion, blablabla. Et 20 minutes, gouvernement Lecornu 2. Philippe Aghion est-il le messie économique qui va faire valider le budget? Il tourne autour de cette formule du messie. Son discours consensuel sera-t-il pris comme parole d'évangile? Il a d'abord tendu la joue gauche. Oui, on peut suspendre la réforme de retraite jusqu'en 2027, comme c'est arrangeant pour le pouvoir en ce moment, n'est-ce pas? Puis la joue droite, en se montrant circonspect sur la taxe Zuckman. Bah oui, quand même, Jean-Yves Macron ne va pas... C'est pas la taxe Aghion, oui. Oui. Et puis Macron, s'il est proche de cet économiste, ne va pas mettre non plus des pavés d'or sur la voie de M. Glucksmann. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce prix Nobel, Jean-Yves ? Un double commentaire. Apparemment, c'est un prix Nobel tout à fait politiquement correct, qu'a conseillé, semble-t-il, M. Macron et M. Hollande. Je ne suis pas sûr que les résultats étaient tout à fait à la hauteur des espérances. Je voudrais faire un commentaire. Ce n'est pas le premier prix Nobel d'économie français, c'est le troisième. Le premier, c'était Maurice Allais, qui était un grand économiste, qui a été nommé pour des travaux assez complexes sur les équilibres de marché, et qui a été blacklisté dans les médias. Alors, c'était à l'époque le seul prix Nobel d'économie français. Il a été blacklisté dans les médias parce qu'il tenait des propos, lui, plutôt politiquement incorrects. Il était critique du libre-échange, ou plus exactement, il estimait que le libre-échange ne pouvait être bénéfique qu'au sein de pays proches d'un même ensemble économique et pas au monde entier. Et donc, comme il n'avait pas des idées politiquement correctes, il a été... Maurice Allais, prix Nobel 1988, blacklisté partout, y compris, tenez-vous bien, sur le Figaro. Mais M. Aghion, qui est beaucoup plus convenable, lui, va pouvoir passer partout. Telegram, pour cette pastille, a fait passer un message très politique, encore une fois, à ses lecteurs, avec leur compte Telegram France. Ils ont écrit ceci. Aujourd'hui, l'Union européenne a failli interdire votre droit à la vie privée. Une loi devait être votée obligeant les applications à scanner tous les messages privés et transformant chaque téléphone en un outil de surveillance. Vous vous en souvenez, on vous en parlait la semaine prochaine. C'était la fameuse loi autour du chat control, qui avait été renommée ainsi par ses détracteurs. La France a été le moteur de ce projet autoritaire avec le soutien des anciens et actuels ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Nunez. De telles mesures censées lutter contre la criminalité visent en réalité les citoyens ordinaires. Aujourd'hui, nous avons défendu la vie privée et les droits fondamentaux des Français et de tous les Européens qui restent malgré tout menacés. Jean-Yves, Pavel Durov fait encore passer des messages. Il faut bien reconnaître que la liberté d'expression, aujourd'hui, elle est défendue ou protégée par des grands oligarques de la tech. Je pense à Pavel Durov pour Telegram et évidemment à Musk pour Twitter. Ce sont eux, aujourd'hui, qui protègent un peu nos libertés. C'est ainsi. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air pour aider au référencement de cette émission et la propulser dans l'algorithme de YouTube. On ne se quitte pas sans vous mettre en selle sur le portrait piquant du jour. Du petit Duhamel, oui. Alors c'est une rediffusion. Il faut rappeler quand même que maintenant c'est un transfuge de BFM TV qui a atterri à France Inter pour l'interview politique. C'est la seule mise à jour qu'il y a à faire à ce portrait piquant qui est fort bien fait sur Benjamin, réalisé par Logim et présenté par Claude Cholet, notre partenaire. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur TVL. Vous connaissez le jeu des 7 familles. Nous allons jouer ensemble avec le jeune journaliste Benjamin Duhamel qui officie sur BFM TV. Nous commençons. Je demande le grand-père.
Bonne pioche. Le grand-père, c'est Jacques Saint-Cric, ancien président du quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest. Maintenant, je demande la mère. Bonne pioche. La mère, c'est Nathalie Saint-Cric, directrice du service politique de France 2 depuis 2012. Maintenant, je demande le père. Encore bonne pioche. Le père, c'est Patrice Duhamel, directeur de Radio France, puis France 2, puis des antennes de France Télévisions. Enfin, je demande l'oncle. Toujours bonne pioche. L'oncle, c'est Alain Duhamel, né au début de l'ère tertiaire et toujours actif sur les ondes comme sur les écrans. Diplômé de Sciences Po en 2017, Benjamin Duhamel avait souligné sa proximité avec Clément Méric, un jeune gauchiste tué dans une bagarre en 2013. Encore étudiant, il déclarait la main sur le cœur, ouvrez les guillemets, ainsi donc on peut mourir, non pour être, comme le dit le cliché journalistique, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais précisément parce que le courage de l'engagement nous a commandé d'être ce que l'on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour. Ainsi donc en France, on meurt de nouveau de politique, on tue en France pour crime de gauchisme. Fermez les guillemets, c'est beau, comme la conclusion d'une dissertation de Sciences Po, et c'est dans Libération, le 9 juin 2013. Benjamin trouve rapidement un bon stage, puis un emploi de pigiste chez RTL. Et RTL où officie son bon oncle, Alain Duhamel. Il ne restera qu'un an à LCI, où se trouve déjà Alain Duhamel, avant de filer chez BFM TV, où il va retrouver un autre chroniqueur qui a changé de paroisse. Je vous le donne en mille, c'est l'oncle Alain, toujours lui. Le monde est vraiment petit. Le 17 janvier 2023, il participe à un déjeuner de presse sur la réforme de retraite, en théorie confidentielle, avec Emmanuel Macron. Il reprend dès le 18 janvier et mot pour mot les éléments du langage présidentiel, parlant de victoire de l'irresponsabilité en cas d'échec de la réforme. Laissons le mot de la fin à Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image. Je cite: je dis Duhamel le jeune pour qu'on distingue Benjamin Duhamel de Duhamel l'ancien, prénommé Alain. Fascinante dynastie à la Grimaldi. Pierre Bourdieu parlait de reproduction sociale. Benjamin Duhamel en est une illustration grandeur nature. Passons le bonjour à sa famille. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des diktats et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité, sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un legs afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un legs, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre legs, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé.